est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Alors, désolé, je vais vous parler d'agilité, moi, ce matin. Déjà, merci d'être venu. Et merci d'avoir porté la télécommande, ouais. Merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence sur les Agile Smells, donc. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, ça y est, vous avez bien attendu, que vous n'avez pas trop abusé du petit déjeuner, parce que ce que je vais vous montrer là pendant à peu près 40 minutes, c'est franchement pas très beau et surtout ça pue. Donc, ouais, alors, ouais, je sentais venir. Non, ça vient après ce slide, hein, les trucs qui puent, qui sont moches. Donc, moi je m'appelle Julien Rossignol, je travaille chez Xebia depuis un peu plus d'1 an maintenant. Mon rôle chez Xebia, c'est de travailler au studio et d'accompagner des équipes agiles. Avant de faire ce métier, j'ai été pendant de nombreuses années développeur. Et il y a un livre qui a un peu changé ma vie quand je faisais du développement. C'était Refactoring de Martin Fowler. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il y avait un chapitre dedans qui s'appelle Code Smells. Vous voyez le lien. Qui était magique pour moi, c'est-à-dire qu'il montrait des exemples de code. Il expliquait ce qui n'allait pas dans ce code, il expliquait les conséquences que ça pouvait avoir et surtout, il donnait des pistes pour améliorer ce code petit à petit et le rendre meilleur. Quand j'ai embrassé l'agilité, j'ai eu les mêmes problèmes que j'avais en tant que développeur, c'est-à-dire que j'arrivais sur des équipes où tout était déjà en place et mettre en place de la théorie sur une équipe existante, c'était pas toujours évident. Et donc je me suis mis à chercher, un peu comme les code smells, des smells qui pouvaient exister dans l'agilité. J'ai pas trouvé grand-chose. Il y avait ce monsieur, Mike Cohn, qui a écrit un blog qui s'appelait, sur son blog, un truc qui s'appelait Catalogue de Scrum Smell. Et pardon, du coup j'ai pas mon slide devant moi. Il a écrit des catalogues de Scrum Smell où il en citait 7 et ça correspondait pas vraiment à ce que je vivais tous les jours. C'est-à-dire que lui, il parlait des itérations qui ne duraient pas le même temps ou du Scrum Master qui affectait des tâches. Bon, j'en étais pas encore là, heureusement. Et pour les petits smells qui me correspondaient mieux, qui correspondaient surtout au daily, il ne donnait pas vraiment de solution. Il rappelait la théorie. Bon, donc c'était pas fait encore pour moi. Quelques années plus tard, il y a Eric Nyberg qui a sorti un livre Scrum et XP depuis les tranchées et qui l'année d'après a fait une conférence sur les 10 manières de se planter malgré Scrum et XP. Et là, ça correspondait bien plus à ce que moi je cherchais, c'est-à-dire de vrais exemples, quelques débuts de solutions, mais les exemples qui étaient donnés ne correspondaient pas toujours à ce que je vivais moi sur les projets. Donc sans me comparer aux personnes que je viens de citer, j'ai commencé à écrire sur le blog Xebia des articles Agile Smells sur des situations que j'avais vécues. Et je me suis dit, je vais faire comme les code smells, je vais expliquer la situation, montrer qu'est-ce qui ne va pas, montrer les conséquences, et surtout essayer d'apporter des solutions simples qu'on trouve déjà dans tous les frameworks agiles pour améliorer nos équipes existantes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques-uns de ces smells-là. Il y en avait une trentaine sur les articles. J'en ai pris un peu moins de 10. Et on va voir ça ensemble. Donc je vais vous mettre à contribution par contre, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui vais poser les questions, surtout du coup j'ai moins de temps que prévu, donc on risque de supprimer les questions à la fin. Donc je vais vous poser des questions, on verra ce que vous répondez parce que ça m'intéresse, et pour s'entraîner, je vais vous demander d'utiliser vos mains, et déjà je vais essayer de vous connaître un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont jamais fait de l'agilité, de Scrum, Kanban ou XP, qui ne connaissent pas? Ok, déjà on est en famille, c'est bien. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle? Majorité, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été Scrum Master ou qui sont Scrum Master? Des coachs agiles? Est-ce qu'il y a des managers? Il y en a pas mal, ok. Dernière question, est-ce qu'il y a des testeurs? Ok, ils ne sont pas nombreux, donc ça, je pourrais m'en sortir. Alors, première question. Qu'est-ce que vous inspire ce mur? Qui pense que c'est une équipe qui se protège? Qui pense que c'est un manque de vision? Qui pense à un management visuel épuré? Ouais, c'est un peu tout ça, on va dire. Moi, je suis pas très sociable. Quand je rentre dans une nouvelle équipe, dans un nouveau bureau, je regarde même pas les gens, je regarde les murs en premier, moi. Parce que ça me dit beaucoup de choses sur la vie de l'équipe et ce
ce qu'elle fait. Et quand un mur, généralement, ça me montre ce genre de problème. La première chose, c'est, désolé pour les managers, mais c'est un manager qui est un peu trop pressant. Typiquement, c'est le besoin de contrôle du management qui se traduit par des questions simples dans lesquelles on a l'impression qu'il s'intéresse, sauf que l'équipe le vit différemment. Juste un ça va, juste ça en est où, c'est bientôt terminé. Vous êtes confiant toujours pour la release de la fin de la semaine là ou... Ça, l'équipe le vit mal généralement parce qu'elle pense qu'on lui met la pression. Et quand on met la pression à l'équipe, son premier réflexe, c'est de se dire le mec est en train d'utiliser soit le burn-up, soit le machin pour nous poser des questions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de lui montrer, comme ça il va arrêter de nous faire chier. Bon, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Le manager, moins il a d'informations, moins il a confiance, et moins il a confiance, plus il pose de questions. La deuxième chose, c'est effectivement le problème de vision. Si une équipe n'a pas de vision, n'a pas d'objectif sur le travail qu'elle fait, ben, généralement ça se traduit sur le management parce qu'il n'y a pas grand chose. Et ce qui se passe sur l'équipe, c'est surtout qu'elle ne sera pas motivée. Une des bases, des piliers de la motivation, c'est d'avoir une finalité dans le travail qu'on fait. Si on ne donne pas de vision à l'équipe, elle ne sait pas pourquoi elle fait les choses, donc difficile pour elle de trouver des axes d'amélioration pour préparer le futur, de prévoir des risques pour le futur, parce que ce futur, il est flou. Le dernier cas qui peut sentir mauvais quand on a des murs plutôt vides, c'est le tout numérique. Alors je mets de côté les équipes qui sont délocalisées. Donc, effectivement, s'il y a une personne qui est à Lyon, une autre à Marseille, une autre à Paris, c'est dur de déplacer les post-it à la main. Par contre, il y a des équipes qui, en étant dans le même bureau, utilisent que des outils. Et le problème principal en faisant ça, c'est qu'on oublie certains types de personnalités. Quand on regarde ce qui se fait dans la programmation neurolinguistique ou la process communication, on voit que des personnalités se basent sur différents canaux de communication. On va trouver des gens qui sont plus visuels, des gens qui sont plus kinesthésiques, des gens qui sont plus auditifs. Le management visuel, il répond à une grande majorité de ces gens qui sont visuels ou kinesthésiques. Ils ont besoin, soit de toucher des post-it, ça leur fait du bien, ben oui. Et ils ont besoin de voir une vision d'ensemble d'un management visuel, ce que ne donnent pas des outils. Il n'existe pas un outil qui, à l'heure actuelle, vous donne la puissance de tout un management visuel. Alors c'est bien beau, mais à quoi ça devrait ressembler un management visuel? Ça devrait ressembler à ça. Donc dans le détail, si je parcours aléatoirement, une story map, ben ça c'est votre vision. La vision, c'est facile, vous avez toutes les fonctionnalités de votre produit, vous avez qu'est-ce qui va arriver dans le futur proche et futur lointain. C'est pas forcément dans le détail, le futur lointain, on a des grosses des macro-fonctionnalités, mais votre équipe sait où elle va. Le taskboard, ça c'est un habituel. Donne définition of ready, ça c'est des règles du jeu. Si quelqu'un s'en écarte, elles sont marquées, vous pouvez vous y référer. Les stories prêtes, c'est la vision court terme, ce qui arrive vraiment juste après pour l'équipe. La dette technique, c'est le genre de support utile qui peut vous faire expliquer à un manager que vous avancez moins vite sur une fonctionnalité parce que vous avez 50 tickets dans la technique qui ne sont pas traités. Et si on ne les traite pas, ben évidemment, on met plus de temps à faire des fonctionnalités parce que le code il commence à pourrir. Les risques, c'est la même chose. L'équipe montre qu'elle sait anticiper des risques métiers pour le projet. Pareil, discours face au manager. Regarde, on a anticipé plein de risques. L'équipe s'intéresse à son produit. Le résultat de rétrospective, ça donne la vie de l'équipe. Ça donne aussi une image d'une équipe qui essaie de s'améliorer. On affiche clairement nos actions. Enfin, bon, tableau des absences, c'est pour éviter le genre de questions. Il est où, Michel, aujourd'hui? Ce qui manque ici, bon, c'est un burn-up de release, généralement, pour montrer l'avancement. Généralement, avec tout ça, c'est un support parfait pour discuter avec le management. Si le management continue à être chiant, vous avez normalement dans tous ces éléments ce qu'il faut pour appuyer votre discours. Alors là, vous dites, il est gentil, il nous montre un bureau qui est grand, où il y a 2 tables et il n'y a pas de fenêtre. Donc évidemment, il a la place de mettre tout ça. Moi, mon open space, il ressemble plutôt à ça. Donc je le mets où, son visuel là? Bon,
Alors déjà, si votre open space ressemble à ça, je vous conseille de changer de boîte. Déjà parce qu'ils ont des tubes cathodiques et surtout, si on prétend faire des équipes agiles dans ces conditions, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose à l'agilité. Les open space aujourd'hui ne ressemblent pas forcément à ça, mais ont toujours un pan de mur quelque part qui peut être dédié à une équipe. Donc du coup, effectivement, on ne peut pas tout mettre, il faut faire des choix. Le premier choix qu'on fait, généralement, c'est la story map. Il n'empêche qu'on peut afficher sur un bout du mur juste les objectifs des différentes releases, rappeler dans quelle macro-direction, dans quelle grosse direction on va, sans rentrer dans le détail des fonctionnalités. Pour le reste, pareil pour la rétrospective, afficher juste les actions quelque part, ça ne prend pas de place. Pour le reste, normalement, je n'ai pas connu un open space qui n'avait pas de place d'afficher un taskboard et les différents risques et aides techniques. Petit rappel juste sur ce que disait Henrik Lindberg sur son Scrum XP depuis les tranchées, sur de bonnes conditions de travail. 3 conditions, audibilité. Chacune des personnes dans l'équipe doit pouvoir parler à n'importe quelle autre personne de l'équipe sans avoir à gueuler. Visibilité, tout le monde doit se voir et tout le monde doit avoir le management visuel. Et isolation, s'il y a une discussion dans l'équipe, ça ne doit pas gêner une personne extérieure à l'équipe. Et inversement, s'il y a une discussion dans une autre équipe, ça ne doit pas gêner votre équipe. Quand ces 3 conditions sont respectées, normalement, l'organisation de votre bureau n'est plus une excuse pour les problèmes de vos équipes. Alors, vous avez votre management qui est prêt, votre projet démarre, et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de stories qui restent dans une progress. Et là, vous êtes Scrum Master. Il faut que je m'habitue à cette télécommande. Vous êtes Scrum Master et vous vous dites, bon, les stories ne se valident pas très rapidement. Du coup, qu'est-ce que je fais pour éviter de perdre du temps? Donc la première solution, c'est je les valide moi-même, les stories, parce que de toute façon, je les connais. Et la deuxième solution, je me dis, je vais faire une nouvelle colonne dans mon taskboard. Et comme ça, elles seront visibles. Et le PO, quand il aura le temps, il les validera. Et les développeurs, ils pourront passer à autre chose. Mettre le post-it au bon endroit. Qui pense qu'il faudrait faire la A? Et la B? Ok, vous êtes plutôt d'accord. Moi aussi. De toute façon, c'est pas la validation des stories, c'est vraiment pour le PO. Donc, je vais rajouter une colonne. Ok, donc j'ai ma nouvelle colonne, c'est bien. Mes post-it sont toujours à l'attente de validation. Le projet continue, puis on met en prod, et puis il commence à y avoir quelques bugs qui apparaissent. Et là, premier réflexe, je me dis, c'est la faute des développeurs. Ils ne travaillent pas bien, donc ce que je propose, c'est que je vais les forcer à relire leur code parce que je ne suis pas sûr qu'ils fassent des code review. Donc j'ai 2 solutions. Soit je mets une colonne review, comme ça va les forcer. Le mec, il finit de développer. Il passe à review, puis il y aura un autre développeur qui va faire la review et qui pourra passer à valider. Ma deuxième solution, c'est celle que je préfère personnellement, c'est que j'en vire 1 ou 2. Parce que d'abord, il faut se faire respecter. Et puis les autres, je suis sûr qu'ils vont filer droit une fois qu'ils auront perdu un de leurs potes. Qui pense à la A? Qui pense à la B? Putain. Ok, il y a des psychopathes. Alors... Ouais, non, j'ai essayé de faire la B, mais en fait, j'ai pas le pouvoir de virer les gens sur mon projet, donc je suis obligé de faire la A. Donc, je me retrouve avec une nouvelle colonne, c'est cool, mais en fait, le projet continue, j'ai toujours autant de bugs. Donc là, je me dis, vraiment, les devs, c'est dur pour eux. Et là, mon manager, il me souffle une idée, il me dit, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un testeur. Ben oui, il va tout tester et les stories seront parfaites. J'ai dit bon, ok. Et du coup, je le mets où le testeur? Donc j'ai 2 choix. Soit je le mets dans l'équipe de recettes qui est prévue pour les tests. Et du coup, vu qu'il ne sera pas avec nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on lui donnera le livrable à la fin de l'itération et il testera après nos stories. Ou je me dis, on est quand même une équipe sympa, on va l'intégrer à notre équipe et il va tester les stories au fil de l'eau. Donc du coup, je vais rajouter une colonne. Et quand un post-it viendra dans la colonne test, il saura qu'il doit tester la story. Alors, qui ferait la A d'envoyer le mec dans l'équipe de recettes? Ok, et qui ferait la B? Ok, je suis plutôt d'accord, je me dis, je suis quand même sympa, on va l'intégrer à l'équipe. La vie continue, j'arrive au final à une situation comme ça, j'ai rajouté une colonne deploy parce qu'en fait, c'est une autre équipe qui
qui fait le déploiement. Ça nous prend du temps à chaque fois, donc on se dit on met la story dans deploy, on attend que l'équipe la déploie, comme ça on pourra le mettre à donne. Donc on a toujours des bonnes excuses au final pour rajouter des colonnes. Le problème, c'est que ces colonnes cachent... Désolé, hein, j'ai pas mon support, du coup. Hop, le problème, c'est de rajouter des colonnes et d'en avoir comme ça. Je suis arrivé sur des projets qui en avaient une dizaine de colonnes. C'est que ça cache des choses. La première chose, bah, c'est le classique, le product owner qui est absent. Pour pallier son absence, on rajoute la colonne à valider en attendant qu'il soit là pour valider les stories. La deuxième, c'est les pratiques de test. Si vous avez besoin de faire une colonne de test, ça veut dire que vos tests ne sont pas trop corrélés à vos développements. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas franchement faits en parallèle. Vous avez besoin d'une phase de test après. Donc c'est bizarre. L'esprit d'équipe, ça veut dire que quand vous rajoutez une colonne code review, naturellement, vos développeurs ne travaillent pas forcément ensemble. On est obligé de les forcer à dire, il y a un process, je fais mon truc, je passe la main, puis il y aura un mec qui viendra faire plus tard avec quelque chose sur ma story. Profil Ops, bon, c'est pour la partie deploy. Si vous avez besoin d'un process long pour faire un deploy, c'est qu'il y a un problème quand on est en 2017. Bon, la liste n'est pas finie. Beaucoup de stories en cours, évidemment. Vous avez 6 colonnes qui représentent une story qui finalement est en cours. Vous avez des gens qui ne s'intéressent plus à leur story une fois qu'ils la passent dans la colonne d'après. C'est ce que j'appelle par l'esprit d'équipe tout à l'heure. Les allers-retours, c'est-à-dire que vous faites le développement, vous la mettez à valider, il y a des retours de validation, et elle repart à in progress, puis ça repasse par test, puis il y a un problème, puis ça revient dans in progress. Pendant ce temps, le développeur, lui, qui avait passé la main, il était parti sur une autre story, donc il doit revenir sur sa première story, donc en fait il est sur 2 voire 3 stories à la fois. Donc en fait tous les développeurs sont sur plusieurs stories à la fois. Donc en fait le fonctionnement il est un peu bizarre. C'est-à-dire que vous avez une constellation de post-it sur votre taskboard. Et donc, via ce principe de colonne, on n'encourage à aucun moment les gens à collaborer, à travailler ensemble pour un objectif commun qui est de mettre à donne rapidement une story. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, on supprime les colonnes, alors pas toutes, on garde les 3 premières. Le premier truc, le whip limit. On pourrait le faire sur chacune des colonnes, mais au final le whip limit serait quand même assez énorme vu le nombre de colonnes. Donc on le fait sur la colonne progress, on met à 3, 4. Alors généralement, quand on passe de 10 colonnes à 1, on ne passe pas tout de suite un whip limit de 3 parce que l'équipe ne serait pas habituée. On le diminue progressivement. Le whip limit, c'est limiter le travail en cours, c'est-à-dire que vous avez 5 développeurs, vous le mettez à 4. Et donc s'il y a 4 stories qui sont en cours, si un développeur veut commencer la 5e story, vous lui dites non, quitte à sortir des armes. Et vous dites non, et donc ça va l'encourager à trouver une solution pour aller aider quelqu'un. Faire du pair programming, par exemple, ou attaquer une autre tâche d'une story qui est en cours en se disant finalement on est capable de faire 2 tâches d'une même story en parallèle. Le tout pour mettre à donne le plus rapidement la story. Pareil, au niveau des tests, vos développeurs aujourd'hui doivent être capables de faire des tests. Ces tests, ça passe par des pratiques de tests comme le TDD ou la TDD. Et vos stories qui sont écrites via, par exemple, du BDD, Behavior Driven Development, font que vos développeurs parlent le même langage que les métiers, que vous avez fait des cas d'utilisation, des cas de test avec votre métier, et donc que vous pouvez vous passer quelque part de cette phase de test. Et donc je suis désolé de ce testeur pour le niveau story. Le testeur prendra sa place dans le niveau plus macro, tester l'application dans son ensemble, mais pas tester les petits bouts d'histoire. Et donc le côté pluridisciplinaire, c'est si vous avez une partie back, une partie front, et qu'une personne sait faire que du back et qu'une personne sait faire que du front, ça va être difficile d'avancer les stories ensemble. C'est-à-dire que vous avez une story qui généralement qui traverse ces couches-là. Si le côté front il a fini, il va passer à la story d'après, mais la story d'avant ne sera pas finie. Donc lui, il peut avancer indéfiniment, mais il n'y aura jamais aucune story terminée. Donc l'idée, c'est d'avoir les développeurs qui sont capables de toucher à toutes les couches, qui sont experts d'une couche, mais capables de toucher aux autres,
pour toujours dans l'idée de faire avancer la story vers le done. Donc ça ressemble simplement à ça, pas plus. Et normalement, j'ai personnellement la majorité de mes projets qui ont ça, voire la colonne à valider, parce que résoudre un problème d'assemblage du PO, c'est pas toujours à la portée de l'équipe. Donc dans le maximum des cas, 4 colonnes qui suffisent amplement à réussir un projet. Alors vous avez votre taskboard de prêt. Il est 10 h, donc vous êtes toujours le Scrum Master de l'équipe. Vous appelez vos équipiers à se lever pour le stand-up. Donc là vous vous rendez compte qu'il en manque quelques-uns et que c'est en fait une habitude. Donc là, quand vous regardez sur internet, en fait, vous vous rendez compte que vous avez plein de solutions. Grosso modo, vous en avez 3 qui reviennent assez régulièrement. La première, c'est de décaler le stand-up. Les gens ne sont pas là à 10 h, donc on va le faire à 10 h 10, parce qu'ils arrivent souvent à 10 h 05, donc je me dis c'est bon, 10 h 10 c'est sûr, ils sont tous là. La deuxième chose, c'est d'être un peu plus colère et d'affecter un bâton à chaque personne qui est absente au stand-up, et comme ça, à la fin de la semaine, le mec il paye les croissants et tout le monde est content. Et le troisième, c'est de faire un truc un peu plus utile pour le projet, corriger des bugs ou corriger le build qui a pété, ou peu importe, en tout cas faire quelque chose d'utile sur le projet à celui qui est arrivé en retard ou ceux qui sont arrivés en retard au stand-up. Alors qui décalerait le stand-up? Qui donnerait des bâtons, qui sont les méchants, ouais, et qui ferait des TIG? Okay, c'est assez réparti. J'ai eu des projets où j'ai fait les 3 d'affilée parce qu'on commençait le stand-up à 9h30 au début, après on est passé à 9h45, après on est passé à 10h, après on est passé à 10h15, on a même essayé 11h30. Et en fait, peu importe l'heure, il y a toujours des excuses pour pas être là. Ça va le matin quand c'est très tôt, des gens ont besoin d'emporter leurs enfants à l'école. Ouais, bon, l'école elle commence une heure fixe, donc généralement, problème de transport ou pas, les problèmes de transport sont pas si fréquents que ça au final. Surtout quand on est à 11h30, il n'y a plus de problème de transport. Donc, ça marche pas. Les bâtons, c'est pareil, il y a toujours un mec. Prendrai les questions à la fin, s'il te plaît. Allez, je t'autorise, tu seras le seul. Ah, l'humiliation, ça c'est bien, d'accord. Donc les bâtons, c'est bien aussi, ça marche un moment, mais au bout d'un moment, il y a toujours le même mec qui paye les croissants qui se dit bon, moi ma thune, j'aimerais la garder, donc ça me saoule. Et à partir du moment où il ne le paie plus une fois, le jeu il est fini, plus personne ne le respecte. Travaux d'intérêt général, c'est pareil. Il y a des mecs qui sont saoulés de corriger des bugs tout le temps ou qui sont saoulés de corriger les builds ou les tests des autres et qui à un moment donné font ce qu'ils veulent. Donc le problème qu'on a derrière ça, c'est comme un cancre à l'école finalement. Vous avez beau lui mettre des heures de colle autant que vous voulez, c'est pas pour ça qu'il va se mettre à aimer l'école d'un seul coup parce qu'on l'a puni. Ce qui pose problème ici, c'est que le cancre, ça n'intéresse pas d'aller à l'école parce que ce qu'on lui fournit, c'est pas intéressant pour lui. C'est pareil pour nous, c'est-à-dire que si notre stand-up il est nul, on n'a pas envie d'y aller. Donc il y a différentes choses à faire et c'est plutôt simple au final. La première, c'est maîtriser la durée. Si vous faites une demi-heure de stand-up debout, moi je comprends que les gens ils n'ont pas envie de venir tout simplement. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est juste avoir un rôle de gendarme. Je reviendrai juste après sur ces histoires de durée. Le format, le classique qu'on nous apprend dans les livres, c'est le focus sur la personne, c'est-à-dire que chacun parle l'un après l'autre. Le désavantage de ça, c'est que y a un mec qui va parler d'une story, un autre qui va parler d'une autre story, de la troisième story, puis le deuxième après il va revenir sur la première, l'autre il va venir sur la deuxième. Bref, c'est décousu, on raconte plein d'histoires dans tous les sens. Bon, c'est bizarre et chacun raconte ce qu'il veut. Ok. Donc ce qu'on fait maintenant, plus généralement, c'est de faire focus sur les stories. On parle de l'histoire du sprint. Et donc on va parcourir les stories une par une en disant et chaque personne qui sont intégrées, enfin, qui sont sur la story vont expliquer où est l'année, etc. Donc déjà, ça fait en sorte qu'on ne revient pas sur des sujets dont on a déjà parlé. Et puis des choses qui marchent, que j'ai déjà vues, c'est assez rare, c'est de sortir du cadre du boulot pour se dire ce qu'on a fait, ce qu'on va faire et si on est bloqué quelque part. C'est devant un café, devant quelque chose de plus fort qu'un café, le matin ou le soir, ça marche.
mais c'est rare. Le plus important ici, c'est changer l'organisation du sprint. Si vous avez autant d'objectifs que de stories dans votre itération, il y a un problème. Un ou deux objectifs de sprint, c'est largement suffisant. Des stories, du coup, qui ont tous un sens commun et qui sont là pour atteindre cet objectif. Et, toujours les mêmes choses, whip limit par programming, ça c'est faire en sorte que les gens travaillent ensemble, du coup, parce qu'ils ont à se dire, forcément, ça les intéresse, puisque on bosse sur la même story, donc ce que tu me dis, ça m'intéresse. Quand on arrive généralement à avoir une organisation comme ça, le but ultime, c'est supprimer le daily stand-up. Si, au cours de la journée, tout le monde travaille avec tout le monde, donc tout le monde sait ce que font les autres, ça ne sert plus à rien de faire un stand-up si c'est juste pour faire un rapport au manager. Il y a d'autres moyens de le faire. Bon, c'est pas si simple en vrai. Peu d'équipes le font, ça marche pas mal sur les équipes de petite taille, parce qu'effectivement, si vous êtes deux dans l'équipe et la plupart du temps vous faites du pair programming, vous n'avez pas besoin de vous raconter votre vie au stand-up. Alors j'en parlais tout à l'heure sur les durées. Une petite question culture générale. Quel est à votre avis le temps de concentration moyen d'une personne adulte qui pense que c'est 1 minute et 15 secondes? Putain. Qui pense que c'est 52 minutes? Entre 1 et 2 heures? Ok. Alors juste des explications sur ces chiffres. Le 1 minute, c'était le temps moyen entre 2 interruptions. C'est d'après une étude américaine réalisée en 2012. Une étude un peu bizarre, c'est des chercheurs qui ont suivi des gens toute une journée, enfin sur plusieurs jours, et qui notaient à chaque fois qu'ils étaient notifiés sur leur téléphone ou d'un mail sur leur portable. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'on est dérangé en moyenne toutes les minutes. Et plus ça va, plus on est dérangé. C'est-à-dire dans les années 2000, c'était plus 4 minutes, je crois. Donc ce temps se réduit. Le deuxième chiffre, c'était une étude de IFOP ils sont allés interroger des cadres sur leur comportement et les réunions qu'ils font. Ils sont arrivés à ce chiffre de 52 minutes. C'est-à-dire qu'ils subissent énormément des réunions entre 1 et 2 heures et ils disent qu'effectivement, eux, ils sont concentrés pendant en moyenne 50 minutes. Ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que plus on est jeune et moins on est concentré. C'est-à-dire que les moins de 35 ans passent à un tour de 40-45 minutes. Ce qui fait dire que peut-être les futures générations seront encore moins concentrées pendant les réunions. La troisième chose, c'est les rythmes biologiques. Qui a déjà entendu parler de ces rythmes-là, infradiens, circadiens, ultradiens? Quelques-uns, ok. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les rythmes ultradiens. Juste, ces rythmes-là, c'est tous les êtres vivants, nous y compris du coup, on est soumis à des rythmes biologiques qu'on trie en 3 catégories selon leur périodicité. Infradien, c'est ce qui va se reproduire une fois sur une période de plus de 24 heures, typiquement le cycle menstruel chez les femmes. Le rythme circadien, lui, ce sera une fois par 24 heures, typiquement l'alternance sommeil-éveil. Et le circadien, ce qui va se produire plusieurs fois sur une période de 24 heures. Donc là, on est sur les phases du sommeil, typiquement. Justement, les phases de sommeil qui nous intéressent. Phases de sommeil, vous les connaissez certainement. On a un sommeil lent qui va durer entre 1 et 2 heures. On va partir en sommeil léger jusqu'à un sommeil profond, puis on va basculer dans un autre sommeil paradoxal qui va durer entre 1 quart d'heure et 1 minute. Et en fait, on va boucler sur ces cycles-là. Ce que nous disent des études scientifiques, c'est que ces rythmes-là, en fait, on les retrouve la journée. C'est exactement les mêmes. On a une phase d'éveil qui fait une espèce de parabole où pendant 1 à 2 heures, on va monter en puissance quelque part jusqu'à un plafond. On va redescendre petit à petit et au bout d'1 ou 2 heures, on va rentrer dans une phase de 15-20 minutes où on va somnoler un peu, on aura besoin de se distraire. Donc la question, quand on sait ça, pourquoi est-ce qu'on continue de faire des réunions de plus d'1 heure? Les réunions de plus d'1 heure, on est sûr de perdre des gens à un moment donné. Les conséquences, sur les participants déjà, les mecs, quand on n'en peut plus d'une réunion, qu'on commence à somnoler, on n'a plus envie d'aller dans ce genre de réunion, donc on prend des réunions comme des contraintes, et Scrum a quelques cérémonies, et donc si on commence à prendre les cérémonies Scrum comme des contraintes, on n'est plus vraiment motivé à faire ce qu'on fait au travail. La deuxième, c'est effectivement la productivité. On se réunit tous pour faire des choses dans lesquelles on n'est pas productif, donc forcément on le paye.
Et donc je disais, mauvaise image de Scrum. Scrum a une image de réunionnite aiguë. Et forcément, quand on fait des réunions super longues, ça alimente cette image. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà, pour éviter les interruptions, on interdit les téléphones, les portables, bref, tout ce qui peut nous déranger. Ça, c'est facile. Et ensuite, on prend chacune des cérémonies, on fait les choses. Le stand-up, il n'est pas touché par le fait de tenir plus d'1 heure. Le problème, c'est que lui, on le fait debout. Donc quand ça dépasse un certain temps, on le subit. Donc je disais tout à l'heure, rôle de gendarme, on affecte un temps par personne limité pour arriver à un temps maximal. Donc le Scrum Guide nous dit 15 minutes, 5 minutes, généralement, ça tient. Si vous faites 1 minute par personne maximum, vous mettez une alarme avec une grosse sonnerie, comme ça coupe la personne, elle ne peut plus parler. Et surtout, vous renvoyez à plus tard les discussions qui rentrent dans les détails ou qui sont trop techniques. Alors c'est frustrant au début, les gens le prennent mal, mais ils s'y habituent très vite. Le planning, le Scrum Guide nous dit 4 heures pour des sprints de 2 semaines. 4 heures, c'est énorme. Je ne sais pas la tête que vous faites quand vous sortez d'une réunion de 4 heures. Moi, perso, j'ai envie de mourir. Pour corriger ça, c'est facile, vous faites des petites réunions. Vous préparez le sprint planning, vous faites en sorte que le sprint planning soit juste une formalité qui ne dure pas plus d'1 heure. Le préparer, c'est du backlog refinement, de l'affinage où vous prenez quelques stories, vous en discutez. Et surtout, vous ne passez pas du temps à parler technique durant ces réunions. C'est juste pour bien s'accorder sur du métier entre le product owner et les développeurs. Et s'il y a des études techniques à faire, vous les faites en dehors. Les gens se prennent 1 ou 2 pour prendre le sujet et on en reparle à la prochaine réunion. Des backlog refinement, on peut en avoir entre 1 et 2 par itération, c'est généralement suffisant. Et puis on ne perd pas de temps sur les estimations, le planning poker. On fait les 2 tours du planning poker. Si les gens ne sont pas d'accord au deuxième tour, prenez la majorité. Ça reste d'estimation, c'est pas l'estimation qu'on cherche quand on fait ce genre d'exercice. La sprint review. Alors, pareil, Scrum Guide nous dit 2 heures. 2 heures, c'est beaucoup pour ça. 1 heure doit suffire. La première chose, c'est de répéter, ne pas perdre de temps dans l'organisation. Au moment donné où vous faites votre show, répéter, c'est se préparer une histoire, savoir qui sera au clavier, qu'il n'y ait pas de changement de personne. Bref, c'est être efficace dans sa présentation. Et être le moins de slides possible, c'est-à-dire que vous ne racontez pas non plus toute la vie du projet. Vous ne dites pas que vous avez fait 4 tests, que vous avez 3 erreurs, que vous l'avez corrigé. Ça ne sert à rien. Les slides, ils servent généralement à rien, hormis à montrer ce que vous ferez plus tard. Ce que veulent voir vos utilisateurs et les parties prenantes, c'est le vrai produit et discuter de ça. Et enfin, la rétrospective, pareil, de 2 heures, on peut le faire en 1 heure. L'idée, c'est toujours la même. On n'essaie pas de résoudre tous les problèmes. On en résout 1, on en résout 2 si on est chaud. Et si on en résout plus de 1, on fait des petits groupes qui traitent chaque sujet et on fait confiance à chacun des groupes sur les actions. Et normalement, les gens sont heureux. Parlons de rétrospective, justement. Est-ce que vous avez déjà eu des rétrospectives qui ressemblent à ça? À savoir, pas beaucoup de post-it, ou des post-it qui se limitent à merci pour les croissants et ce soir c'est les vacances, ou alors des actions qui sont d'une grande précision. Qui a déjà connu ça? Okay. Alors ce qui sent mauvais derrière tout ça, la première chose c'est quand vous rentrez dans une routine, vous enchaînez les itérations, Scrum est parfois nul pour ça, il faut le dire. On reste dans un rythme qui se répète, et au bout d'un moment vous êtes saoulé. Et quand on est saoulé, c'est dur de s'améliorer. Surtout quand on vous donne content, pas content à faire la rétro à chaque sprint. Donc ça explique que vous ayez un peu moins de post-it. Quand tout va bien, c'est pareil, c'est difficile de s'améliorer. C'est facile de s'améliorer quand tout va mal, c'est difficile de s'améliorer quand tout va très bien. Donc ça explique le peu de post-it. Alzheimer, donc ça c'est une maladie très connue chez les développeurs. C'est arrivé à la rétro, on ne se souvient pas forcément de ce qu'on a fait pendant l'itération. Pourtant c'était il y a 2 jours, mais je me souviens déjà plus parce que l'itération était très dure. Et donc on arrive en rétro, on n'a plus de matière. Et enfin, rétrospective inutile, ça c'est lié aux actions qu'on vient de voir. Ces actions généralement ne sont pas tenables parce que c'est pas vraiment des actions. Et donc si on fait des réunions qui aboutissent à des actions qui ne sont jamais tenues, à quoi bon faire ces réunions-là?
Donc qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on contextualise les rétrospectives par rapport à ce qui s'est passé dans le sprint ou par rapport aux personnes. Si vous avez des personnes qui ont Alzheimer, ben, il y a des formats pour corriger ce problème-là. S'il s'est passé des problèmes dans l'itération, des problèmes spécifiques, des tensions dans l'équipe, si vous sentez que vous rentrez dans une routine, il faut peut-être faire un format un peu plus amusant pour réveiller les gens, ben, il y a plein de formats différents. Vous pouvez les retrouver sur une série d'articles qui viennent de sortir sur le blog ZBA, je fais un peu de pub, qui vous parle de situations et des formats adaptés en fonction. L'autre chose, c'est un classique, c'est affecter des rôles aux gens. Ça les réveille, ça leur donne une responsabilité dans la rétrospective. Pas le faire tout le temps parce que ça devient sinon une habitude et on s'y prend plus forcément bien. Le rôle de facilitateur à tourner en faisant attention parce que tout le monde n'est pas en mesure d'animer une rétrospective. Les vraies actions, donc être smart, c'est les actions smart, pardon, c'est... Je ne me souviendrai pas par cœur, je suis désolé. Ce qui signifie smart en tout cas, c'est dire que l'action doit être temporellement définie. C'est-à-dire qu'en rétrospective, l'action doit être done pour les sprints suivants. Et puis le reste, c'est surtout pour dire on prend une action suffisamment grande pour qu'elle soit ambitieuse et qu'elle donne envie de la faire. Pas trop grande parce que sinon, finalement, elle est trop grosse, ça nous fait peur. Et surtout, elle est contextualisée à l'équipe, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'autres personnes. Donc les gens qui vont prendre l'action seront en mesure de le faire. Et pour arriver à ces actions-là, ben, il y a les techniques, les classiques, les deux plus classiques, c'est les 5 pourquoi. Creuser un problème pour ne pas prendre, si deux personnes ont un problème de communication, si vous dites juste améliorer la communication, forcément c'est nul. Si vous répétez 5 fois la question pourquoi à ce problème de communication, vous allez creuser, remonter le problème jusqu'à une cause initiale que vous pourrez traiter par une action simple généralement. Et l'autre anagramme, ça va être dur sans mes notes, donc c'est avoir une vue sur différents spectres d'un problème, sur le qui, le quoi, le où, le quand, le comment, je sais pas, le pourquoi, et j'en oublie un, le comment, non, je dis, le combien, c'est ça, ouais, merci. Ça c'est pareil, ça vous donne différentes facettes d'un problème, et vous pouvez piquer une de ces facettes pour trouver une action, plutôt que l'action générale. Des actions, ça peut être simple, communiquer mieux. Si vous avez un problème entre deux équipes de communication, ça peut juste être monter une réunion le mardi et le jeudi pour qu'on se dise ce qu'on a fait les uns les autres. Être plus rigoureux, c'est mettre en place un process automatique de code review sur le code si on n'est pas rigoureux sur le code. Il y a toujours un moyen en creusant de trouver des actions concrètes. Bref, dans tous les cas, le petit anagramme SMART est suffisant. Enfin, référez-vous à ça pour vous rappeler des actions. La dernière chose, c'est évaluer, savoir si votre réunion saoule les gens, c'est leur poser la question à la fin. Donc, soit par un rôti, note de 1 à 5, soit par un simple smiley à mettre en sortant de la pièce. C'est suffisant pour vous améliorer. Alors, tac, je change totalement de sujet. J'applique à Heinrich Timberg la tenue d'un backlog. Donc là, pour lui, on est en 2007. Le V, c'est la vélocité de l'équipe. Et il donne 4 exemples de backlog, sachant que plus c'est fin, plus ça veut dire qu'une story est détaillée. Donc à votre avis, à quoi doit ressembler un backlog? Qui pense que c'est le A? Qui pense que c'est le B? Le C? Et le D? On a un peu de tout. Effectivement, bon, c'est le C. Si je les reprends, le A, ça signifie que vous avez que des très grosses stories qui même dépassent la vélocité de l'équipe. Donc, grosso modo, vous partez sur un sprint avec une story que vous savez pertinemment que vous ne finirez pas. Je n'ai jamais rencontré personnellement ce cas-là. Ce que j'ai plus rencontré, c'est le B, c'est-à-dire qu'on va détailler à fond toutes les stories en se disant il faut absolument que tout soit détaillé. Bon, là, ça ressemble généralement à ce qu'on appelle du cycle en V. Et le D, c'est j'ai besoin de planifier sur les 5-10 prochaines années ce que je vais faire de mon produit. Donc je vais écrire tous les stories qui vont jusque-là. Donc la première année, je vais tout faire en détail, et puis les autres, je vais quand même commencer à écrire un peu moins. Alors je vais me concentrer sur la B et la D notamment, pour expliquer les problèmes de pourquoi ça sent mauvais, parce que je les ai vécus. La première chose, c'est d'écrire un backlog dans autant de détails, ça demande un travail de fou.
Et quand vous avez fait un travail de fou, ben, c'est difficile de le jeter à la poubelle. Donc le réflexe naturel, c'est de dire, j'ai fait mon plan, je vais le suivre coûte que coûte. Peu importe les retours utilisateurs, peu importe leurs besoins. Donc évidemment, le problème, c'est que petit à petit, vous vous éloignez du besoin d'utilisateur en vous accrochant à votre plan. Dans le meilleur des cas, vous réagissez à ces retours utilisateurs et vous dites, bon, effectivement, on est en train de se tromper, donc je jette tout. Bah, le fait de tout jeter, ça signifie donc que vous avez perdu tout le travail d'étude que vous avez fait, que vous aurez pu passer à faire sur des choses plus concrètes à moins long terme. Et ça signifie aussi que vous avez perdu du temps aux développeurs qui ont dû analyser ces stories détaillées, techniquement, des stories donc on ne fera jamais, donc une analyse qui est perdue. Ça rejoint également le côté YAGNI, you ain't gonna need it, vous n'en aurez pas besoin. C'est-à-dire que vous prévoyez, techniquement parlant en tout cas, de faire une architecture qui va répondre à un besoin qui s'étale sur les 5 prochaines années. Sauf que c'est pareil, l'architecture doit être agile, elle doit évoluer, elle doit être émergente. Et donc si vous vous figez dans ce que vous allez faire pour 5 ans, vous passez à côté d'opportunités de changement de votre code pour répondre à de nouveaux besoins. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ça reprend d'une autre manière avec une pyramide plutôt connue sur comment tenir un backlog. Donc en bas, c'est la structure des choses qui vont très loin sur des prochaines releases. On n'a pas besoin de les analyser, techniquement on n'en parle même pas. On appelle ça épique ou très grosse story, peu importe, les noms ne sont pas très importants. Pour les releases qui sont en cours, c'est des stories qui sont grosses, qui seront déjà analysées et sur lesquelles on aura fait une petite passe technique, surtout en termes de faisabilité, un petit POC si besoin. Et pour les stories des 2 voire 3 prochaines itérations, ben là c'est des vraies stories dans le détail où techniquement on sait ce qu'on a à faire. Voilà. Avec ça, normalement votre backlog il vous suffit et vous faites juste ce qu'il faut au bon moment comme travail pour alimenter l'équipe et avoir une bonne vision. Alors je vais changer de sujet, on va parler des rôles dans les équipes. Est-ce qu'on vous a déjà demandé à quoi vous serviez sur un projet? Ouais, à qui on a déjà demandé ça? J'imagine que les Scrum Masters sont touchés plus que les autres. Alors moi, on me l'a déjà demandé. On a déjà demandé à d'autres personnes de mon équipe aussi à quoi ils servaient. Le problème, c'est qu'on remet en question la structure de l'équipe. Dans les phases de création d'une équipe, on a une première phase où l'équipe se structure et on va définir des rôles et des responsabilités. À partir du moment où un de ces rôles est remis en question, c'est-à-dire qu'il y a une fissure qui est en train de se créer dans l'équipe. Donc l'équipe va passer d'un moment où on rigole, hein, à quoi tu sers, via une petite blague, à des tensions plus fortes. Et à partir du moment où vous avez des tensions plus fortes, vous avez perdu quelque part. Parce que c'est plus dur de rattraper des tensions qui sont allées à un point de non-retour. Donc pour éviter d'en arriver là, quand vous sentez les prémices d'un rôle qui n'est plus compris, il faut le redéfinir. Parce que le rôle, ça veut dire que soit il n'a pas évolué avec l'équipe, soit il n'est pas tout simplement pas compris par l'équipe. Donc pour le redéfinir, s'il n'a pas évolué comme il fallait avec le reste de l'équipe, c'est un format simple qu'on fait en rétrospective, c'est le stop start continue, juste sur ce rôle-là. Qu'est-ce que vous voulez que votre Scrum Master continue à faire, arrête de faire ou commence à faire? Si vraiment c'est un problème de compréhension du rôle, c'est un exercice facile, build your own Scrum Master, de dire qu'est-ce que vous attendez d'un Scrum Master tout simplement. C'est quoi pour vous un Scrum Master? Donc ça demande d'avoir un ego pas surdimensionné parce que ça peut parfois faire mal ce qui est dit, mais tant que c'est fait avec bienveillance, généralement ça aboutit à un nouveau rôle qui est accepté par tout le monde et qui permet à l'équipe d'avancer. Sur notre rôle, on va parler des référents techniques. À votre avis, qu'est-ce que doit faire un référent technique? Qui pense qu'il décide de la conception et de l'architecture? Qui pense qu'il est responsable des revues de code? Qui pense qu'il est l'unique interlocuteur sur les sujets techniques avec le PO et les personnes externes? Okay. Moi, j'ai eu un projet avec un référent qui avait l'ensemble de ces rôles-là. Donc c'était pratique
ce qui était gênant, c'est que les développeurs, c'était des monkey développeurs, ce qu'on appelle, c'est des gens qui font ce qu'on leur dit de faire. Et des gens à qui on dit quoi faire tout le temps, ils perdent leur autonomie, ils apprennent strictement rien. Et donc ça, c'est 2 des piliers de la motivation. Donc en gros, les gens, ils sont là, ils disent ok, je fais ça, je le fais, je ne m'intéresse pas à ce que je fais. Donc ça n'apporte aucune valeur à votre projet et vous ne faites pas grandir les personnes de votre équipe. Donc pour le faire, il n'y a pas 10 000 solutions. Le référent technique, si c'est lui qui est effectivement le plus compétent, il doit faire du pré-programming avec les autres personnes pour les amener à monter en compétences. Les analyses techniques qui sont faites en amont des sprints, typiquement, doivent être réparties à tous les développeurs. C'est-à-dire qu'on prend les sujets, on dit toi tu feras ça, toi tu feras ça, enfin, où chacun décide on n'est pas dans une dictature, chacun décide des sujets qu'il veut analyser et après il présente aux autres ce qu'il a compris en termes techniques de la story. Et puis les rôles tournants, c'est responsabiliser les développeurs. C'est-à-dire que si vous avez un rôle qui effectivement est pris pour répondre aux questions du PO, répondre aux questions d'autres équipes, vous mettez une personne à chaque itération, une personne différente dans ce rôle-là. Même si elle n'a pas les réponses tout de suite, elle peut aller demander et elle sera responsabilisée comme étant la personne qui apporte des réponses aux autres. Avec ça, c'est normalement suffisant pour petit à petit faire en sorte que vos développeurs soient autonomes dans leur travail. Le projet sur lequel on était, le rôle de référent technique a au final disparu juste en faisant ces 3 choses-là. La dernière chose, quelle est selon vous la différence entre un coach agile et un Scrum Master? Est-ce que c'est le périmètre d'action? Qui pense que c'est la compétence? Et la taille? Ouais, évidemment, il y a les trollers. Donc, si vous pensez qu'un Scrum Master, c'est juste celui qui bouge les post-it, qui a des post-it dans sa poche et qui les sort quand il faut, effectivement, il y a toutes ces différences-là sont présentes. Aujourd'hui, le Scrum Master d'une équipe, c'est un coach. C'est un coach de son équipe. Et le coach agile, lui, il est un peu au-dessus. Il chapeaute plutôt l'organisation. Donc le coach agile vis-à-vis de l'équipe, son rôle unique, c'est d'accompagner le Scrum Master. Il observe l'équipe, il peut être là dans les réunions, dans les rétros, dans les stand-up, sans parler. Il va parler uniquement au Scrum Master pour débriefer avec lui sur ce qu'il voit et accompagner le Scrum Master à faire mieux avec son équipe. S'il y a plusieurs équipes, c'est lui qui généralement anime les communautés de Scrum Master pour qu'ils parlent entre eux et qu'ils s'améliorent ensemble. Et s'il y a besoin de faire des formations, des ateliers avec des product owners ou autres personnes du projet, c'est mieux qu'il les co-anime avec le Scrum Master. L'idée, c'est de valoriser aussi le métier de Scrum Master qui généralement est moins bien vu par les équipes. C'est pour l'avoir vécu en tant que Scrum Master, vous répétez des choses à votre équipe et le coach agile arrive, dit la même chose et il est écouté. Je n'ai pas de rancœur envers les coachs agiles. Le problème que j'ai, c'est envers les managers, je suis désolé, c'est que j'ai connu plein de projets qui avaient des soucis divers, que ce soit dans le code, dans le fait de ne pas avancer assez vite, que ce soit dans l'organisation tout simplement. Il y avait souvent des coachs déjà en place, plus ou moins, généralement en mi-temps. Et l'idée, en se disant, on a toujours des problèmes, c'était de rajouter un autre coach agile. Le problème de faire ça, de rajouter plein de coachs agiles qui sont très visibles par les équipes, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la légitimité des Scrum Masters. La légitimité des Scrum Masters. Effectivement, quand on a des Scrum Masters qui sont des développeurs qu'on a mis là juste pour le travail administratif, ils n'ont pas la même portée que des Scrum Masters qui sont des coachs de leur équipe. Le deuxième problème que ça va poser, c'est qu'on met l'effort uniquement sur l'organisation du projet. On oublie la partie technique. Donc la question c'est, est-ce que finalement de rajouter plein de coachs agiles, de mettre tout le paquet sur une organisation agile, ça suffit? La réponse est Martin Fowler qui la donne. Un des problèmes courants sur lesquels on tombe quand on regarde les entreprises qui galèrent avec l'agilité est qu'elles se concentrent sur la partie management de projet, mais pas sur la partie technique. Elles vont ainsi au travers de grandes difficultés parce qu'elles n'ont pas un logiciel qui est conçu pour répondre aux changements. Et c'est particulièrement le cas avec Scrum. Scrum se focalise sur l'organisation, on oublie la technique. Si votre équipe est agile, mais que votre code ne l'est pas,
que votre code ne l'est pas, ben, ça pose problème. Donc plutôt que de rajouter un coach agile, rajoutez plutôt un coach craft. Son but, si vous n'avez pas déjà quelqu'un dans l'équipe qui peut faire ce rôle-là, c'est d'aider les développeurs à améliorer leur code sur des pratiques de développement. Pair programming, ça ne s'apprend pas, j'en ai parlé beaucoup. Ça, c'est pas par magie, vous dites à deux personnes de travailler ensemble, ça ne marchera pas forcément toujours. Il faut quelqu'un qui connaisse des techniques de pair programming. Principe de design, faire émerger un design, pareil, c'est pas évident. Savoir quand positionner du DDD, faire des archis particulières, des patterns particuliers, ça s'apprend. Et quand on a quelqu'un à côté qui vous l'explique, c'est mieux que quand on fait un atelier. Pratique de test, c'est pareil. J'ai parlé du TDD, ça s'apprend, ça ne se fait pas tout seul. On le fait très mal quand on le fait tout seul. L'outillage, c'est la partie Ops, intégration continue, déploiement continu. Ben, si vous avez personne qui avait ces connaissances-là, c'est mieux d'apporter un coach qui les expliquera à l'équipe et qui permettra, avec tout ça, d'avoir un code qui répondra aux changements. J'en finis là. Qu'est-ce qu'on retient de ce que je viens de dire? Ben, que ce qui peut marcher dans une situation ne va pas forcément marcher dans l'autre. On a des frameworks agiles qui nous donnent plein de solutions. Si on les applique bêtement et aveuglément, on va tomber forcément dans des semelles. L'idée première qu'on retrouve tout le temps, c'est quand vous faites quelque chose, de mesurer ce que vous faites et pour voir les conséquences, vous rajoutez une colonne, ben vous mesurez le temps que les tickets passent dans cette colonne. Tout doit être mesuré, sans que l'objectif de mesure, enfin que la mesure devienne un objectif. Je voulais terminer juste par une chose. Je vais juste terminer par cette phrase simple. Le but des projets, c'est pas de faire du Scrum, du Kanban ou de l'extreme programming, c'est de délivrer rapidement une fonctionnalité à des utilisateurs. Je m'arrêterai là. Merci.